Donc, je vais, présenter un exposé sur, les travaux en cours d'élaboration dans ma thèse qui porte sur, l'étude de l'énonciation et les textes médiatiques de la presse mode contemporaine et historique et aujourd'hui d'ailleurs ce sera des exemples, historiques. Dans un premier temps, je vais présenter, l'être de discours que je tente d'insérer à l'analyse des énonciations linguistiques de presse mode dans le cadre de la sémantique argumentative et de la théorie des blocs sémantiques. Et puis après, 2 exemples, je conclurai par une ouverture sur la théorie des acteurs parlants, la longueur d'action, voire la pluralité d'actions permise par la construction à la fois, matérielle et sémantique des textes de presse mode. Depuis la sémantique argumentative développée par Marion Carrel et notamment récemment dans ses travaux avec, Daina Ribar, la définition des acteurs parlants ne cesse de se préciser. En renonçant à l'acte illocutoire en tant que preuve en l'agissement de celui qui dit, Carrel et Ribard ont introduit la notion de geste. Il y aura un geste verbal ou scriptural, ce qui est le cas dans ma thèse avec mon corpus, qui lui est locutoire. Et donc il y a toujours acte locutoire par le simple fait de produire un énoncé. Il s'agit alors de l'énonciation matérielle. Et dans ce cas-là, Carrel et Ribard donc, refuse en fait l'automatisme de l'illocutoire et elle le divise entre parole attribuée, celle qui a un impact dans le monde lorsque le geste est sémantisé, ou parole non attribuée par le geste qui ne fait alors que dire des mots. Donc après, bien sûr, celui qui parle, c'est-à-dire le producteur effectif des mots, le sujet parlant, n'est pas pour autant toujours l'acteur parlant. Dans le cas des énoncés de presse écrite, on observe donc un geste scriptural que la signature du texte nous fait interpréter comme correspondant au locuteur, et donc ici le journaliste. Du coup, la parole du journaliste, un peu schématiquement, elle est soit attribuée, alors si le journaliste rapporte des faits et donc par ce qu'il dit impacte le monde, modifie le monde, et dans ce cas-là, on pourrait dire qu'il fait le journaliste et que ça serait une fonction sociale proche du lanceur d'alerte. Et sinon, il pourrait y avoir une parole aussi non attribuée qui serait celle proche de l'essayiste, mais peut-être aussi par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, finalement, de l'éditorialiste, où ce serait juste le fait d'énoncer des points de vue et des idées sans que celles-ci aient un impact sur le monde. Donc, euh, il y a deux types de paroles et sous le prisme journalistique, de mode en tout cas, elles ne semblent pas toujours suffire parce que les journalistes de presse mode euh, révèlent rarement des faits, en fait. Il n'y a pas de faits qui sont révélés, mais il n'y a pas non plus une parole heureuse. C'est-à-dire qu'on ne parle pas pour parler. Il y a un espèce d'entre-deux qui me rend difficile le fait de catégoriser en paroles attribuées ou non attribuées. Et c'est pour ça que j'essaie d'apporter des critères de repérage supplémentaires pour définir quelle serait la parole, même si, bien évidemment, en ce qui concerne le journaliste en tant qu'être du monde, je pense que c'est une parole attribuée et que le journaliste est acteur parlant. À cela, j'ajoute une implication qui est celle du lecteur dans le phénomène de médiatisation du texte. C'est-à-dire que par sa lecture, le lecteur rend le texte effectivement médiatisé. Et ça questionne encore plus cette question de parole attribuée ou non attribuée. Donc, je pense que l'autonomie d'action du journaliste est peut-être à revoir dans le cas des textes de presse mode et peut-être plus largement dans le cas de la pratique médiatique en général, en partant du postulat que le lecteur a un impact sur la pratique médiatique, c'est-à-dire que le texte n'est pas médiatisé s'il n'est pas lu. Je suppose donc l'action comme étant partagée avec une certaine forme de réception, mais qui est également inscrite dans l'interprétation et donc dès le sens, suivant la théorie de l'argumentation dans la langue. D'abord, je fais un rappel de terrain médiatique, donc en tout cas dans la mode et de toute mon expérience de terrain qui continue actuellement. Les sujets écrivants sont multiples. Donc, bien évidemment, on a le journaliste qui rédige le texte. On a aussi, ensuite là où le secrétaire de rédaction qui modifie le texte plutôt d'un point de vue, disons, grammatical et de tournure stylistique. Ensuite, on a potentiellement les fact-checkers qui interviennent pour vérifier les faits et soit les modifier directement, soit demander aux journalistes des précisions supplémentaires. Et enfin, on a la rédactrice en chef, c'est souvent une femme, qui va valider le texte, qui en amont de la rédaction du texte aura imposé le thème
et qui, après rédaction du texte, peut même le couper sans demander à la journaliste pour des besoins de formatage du magazine, quand on est dans le cas de la presse écrite papier. Donc du coup, on voit bien que c'est une construction-rédaction matérielle des textes médiatiques qui est une pratique qui s'effectue en groupe. Le geste scriptural, il est alors réalisé par plusieurs sujets. Pardon, je vais changer de slide. Voilà. Le geste scriptural est donc effectivement réalisé par plusieurs sujets, mais le résultat est unique. Et tout comme en fait le locuteur, c'est-à-dire le journaliste signataire du texte, en tout cas qu'on identifie par la signature, qui lui aussi est unique, mais qui en fait devient un être de discours. Et donc, puisque les sujets écrivants co-construisent le locuteur journaliste du texte par leur co-rédaction, je pense qu'il faut interroger la signature. Alors, Oswald Ducrot l'a définie par deux fonctions. Il y en a une qui est accessoire, qui consiste simplement en l'identification nominale du locuteur, et une autre qui est essentielle et qui est d'assurer la jonction en fait entre le locuteur et l'être empirique. À cela, Marion Carrel et Daina Ribar considèrent la signature comme un geste relevant soit de la parole non attribuée, c'est-à-dire qu'on ne ferait alors que apposer son nom, ou alors relevant de la parole attribuée, et dans ce cas-là, on sémantise par l'acte de signer. Du coup, la signature contribue à réifier le locuteur et à le référentialiser. Même si, dans le cas des textes de presse mode et par rapport à l'expérience de terrain dont je viens de parler, la signature devient, selon moi, pleinement intégrée au texte et ne relève pas nécessairement d'un geste dans le monde, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dissociable du contenu du texte, qui, lui, est pourtant réalisé par plusieurs sujets dans le monde. Du coup, du fait de ce questionnement autour des acteurs d'un texte de presse, dans les Media Studies, il y a des courants, notamment un impulsé par Jock Herms, qui propose de considérer le texte comme directement un acteur du monde. Moi, ce n'est pas ce que je fais. À l'inverse, ce que j'essaie de faire dans ma thèse, qui est vraiment, enfin, à un niveau sémantique, c'est d'intégrer la présence d'un lecteur mythique au niveau de l'énonciation. C'est-à-dire en fait une implication de l'interprétation-réception dans le sens des énoncés et peut-être potentiellement par extension dans les actes entrepris au moyen des discours. En fait, je pars du postulat qu'il y a texte médiatique seulement s'il est lu, et à partir de cette condition première, qui du coup, j'espère, synonymise diffusion, médiatisation et lecture, je souhaite intégrer un être de discours à l'analyse du sens, donc je le disais, le lecteur mythique. En analysant l'énonciation sous le prisme d'une co-construction de sens entre deux êtres de discours, donc que sont le locuteur et le lecteur mythique, on peut se dégager peut-être de connaissances ethnographiques a posteriori et se concentrer en fait sur la seule phase pleinement accessible qui est celle de la lecture, même en tant qu'analyste. Donc, du coup, premier exemple. Extrait de ce magazine Vogue. Bon, je suis désolée pour la qualité des photos. C'est un Vogue qui date de 1940. Avril-mai, donc on est encore en période de guerre. Et moi, j'étudie le texte que vous voyez là, le Sacre du printemps. Je prends deux énoncés en exemple. Je sais, pardon, je ne sais pas si vous voyez la slide en entier. Oui, parce que moi, non. Ah, ok. Ah non, bon. Ok, d'accord. Je ne sais pas trop. Légèrement coupé Ah oui, désolée. Voilà, en comme bas. ça. Peut-être qu'en fait, il faut que je fasse ça, non? Oui, voilà. Ah là, voilà, là, c'est parfait. Ok, ok. Je vois, oui. Ok. Donc, dans cet énoncé, c'est le premier. Le chapeau n'est pas un simple accessoire, celui par lequel l'article commence. Et puis, il est suivi de l'énoncé que vous pouvez voir sur la diapo. Euh, tout en présupposant que le chapeau appartient à la typologie des accessoires, le locuteur concentre son dire sur le fait que le chapeau est bien plus et qu'il est, disons, important. Il emploie le mode du conçu sur un ton que je qualifie, que j'essaie en tout cas de déterminer comme un ton de spécialiste. C'est en fait un ton qui ne se soustrait pas à une évaluation référentielle, ou en tout cas qui n'a pas besoin de références sémiotico-matérielles pour se légitimer. Donc dans cet énoncé, le locuteur serait, disons, incorporant car il prend un point de vue, et en fait ce point de vue est contraint par le lecteur mythique au sein de et par l'énoncé. Il y a une négation qu'au départ, j'ai identifiée comme étant une négation métalinguistique, c'est-à-dire qu'il se donne un locuteur adverse.
Et je me suis dit que c'était peut-être ce qui permettait finalement de prouver la présence du lecteur mythique. Parce que ce locuteur adverse, ce point de vue non situé, mais auquel le locuteur euh, refuse d'adhérer avec l'emploi de négation, est en fait peut-être un début de preuve de l'existence du lecteur mythique. Car si le locuteur s'oppose à un point de vue, toujours dans le cas des articles de presse, hein, en employant un ton de spécialiste, alors même qu'il construit à ce moment-là un ethos d'objectivité qui est en fait la condition primaire de la pratique textuelle journalistique, il est en fait en train d'inclure et de dire qu'il inclut le point de vue du lecteur mythique à son énonciation pour la légitimer et rendre celle-ci, disons, doxale au sein de la pratique textuelle. Et du coup, j'en ai conclu que la négation n'est alors pas polémique, mais qu'elle serait peut-être intertextuelle, au sens que donne Julia Kristeva à ce terme, c'est-à-dire qu'elle présente un dialogue interne qui apparaît au moment de l'énonciation entre les deux êtres de discours, mais qui est en même temps préexistant à l'énonciation. Donc, on pourrait peut-être dire dialogique, mais en tout cas, je préfère pour l'instant le terme intertextuel de Julia Kristeva. Donc le point de vue du lecteur mythique, il n'est pas combattu comme dans une négation polémique, mais il est, disons, énoncé et réactualisé par le locuteur qui se positionne en spécialiste via le ton employé, mais qui assume également avoir besoin de ratifier le point de vue du lecteur mythique pour enchaîner sur la suite de son discours et légitimer son rôle sémantique ou son ethos. Nous avons plus loin dans le texte, c'est le troisième paragraphe, c'est le premier énoncé du troisième paragraphe, un autre exemple qui cette fois est différent. Il intègre le pronom nous. Et dans ce cas-là, je ne pense pas que le nous relève de l'effacement énonciatif, comme on le voit souvent dans des analyses de textes médiatiques, mais qu'il amorce encore une fois la co-construction du texte entre les deux êtres de discours. L'énoncé peut être décortiqué en deux parties. Nous le savons, la mode doit être sobre et modeste, et peut-être même en deux temps. Avec la première section, donc nous le savons, qui est prise en charge par le locuteur et qui marque le locuteur marque la présence du lecteur mythique grâce au pronom nous. Le nous et l'emploi du présent présupposeraient donc un accord avec autrui qui est antérieur à l'énonciation, mais réactualisé dans l'énonciation. Et la seconde section, la mode doit être sobre et modeste, est alors prise en charge par l'autre être de discours, le lecteur mythique, puisque le nous et le terme constitutif savoir au présent employé par le locuteur marque sa connaissance préalable du contenu de l'énoncé. Et le ton, alors, ce n'est pas le ton qui est affirmatif, mais en tout cas, l'impression d'affirmation dans cet énoncé est permis par l'intégration, la présence du lecteur mythique. Encore une fois, j'explique ça par le code texte, mais surtout par la pratique textuelle, qui est une pratique médiatique. Et du coup, dans le cas de cet énoncé, la première place est laissée au lecteur mythique qui est alors incorporant, c'est-à-dire qui a, disons, le premier rôle. Et le locuteur, pardon, est incorporé. Il assume que le contenu est situé, qu'il est basé sur un point de vue qu'il partage avec le lecteur mythique et qui permet au texte, donc du coup, de ne pas marquer cette contrainte interprétative de manière trop évidente et qui en plus comment dire, ne séduit pas les codes journalistiques de mode. Il y a le verbe savoir aussi dans cet énoncé qui prend une importance capitale pour l'analyse énonciative parce que ça permet de paraphraser la première section de l'énoncé par j'affirme avec un autre une connaissance, donc c'est vrai. Et je pense que c'est par cet accord préalable présenté comme un contenu mis en arrière qu'on rappelle le point de vue à la fois temporel arrière, j'emprunte cette expression à Benveniste, qui est permis par la langue. Du coup, la seconde partie de l'énoncé ne fait que préciser quelle est la vérité, donc la mode doit être sobre et modeste, qui, elle, est prise en charge par le lecteur mythique. Et avec ce type d'aller-retour, de dialogue presque entre les deux êtres de discours, on retrouve un peu, j'espère en tout cas, arriver à retrouver l'intersubjectivité dans le sens théorisée par Benveniste dans son étude des catégories fondamentales et conjointes du discours, que sont le temps et la personne. C'est le chapitre 4 du deuxième tome, Le problème de linguistique générale. Cet énoncé qui s'effectue sur le mode du reçu pourrait s'apparenter à ce que Benveniste a appelé les énonciations historiques. Mais il me semble que l'ajout du lecteur mythique, que Marion Carrel appelle parfois dans ses textes les plus récents la personne autre, et qui m'a incité petit à petit à voir un lecteur mythique dans le sens,
Disons que donc l'ajout de ce lecteur mythique vient annuler ce type d'énonciation historique théorisée par Benveniste et privilégie finalement une approche constamment intersubjective et située. Ouais, ok. Mais alors, j'ai plusieurs questions qui se posent, notamment si les sujets parlants sont multiples et réalisent le geste scriptural à plusieurs, si le locuteur dépend, comme je le propose, du lecteur mythique et s'y associe, à quel degré dans le monde peut-on encore affirmer qu'il existe un acteur parlant, c'est-à-dire un individu unique qui agit avec les mots et que la lecture des textes médiatiques nous fait identifier comme étant le journaliste. J'ai une partie d'avantage anthropologique dans ma thèse pour laquelle j'utilise notamment comme texte Savoir situer de Donna Haraway. Donc, c'est un texte paru pour la première fois en anglais en 1988, indépendamment du livre qui est sorti ensuite. Et il m'aide en tout cas à tenter de démêler ce problème de co-construction et donc de gestes multiples, de dualité polyphonique que j'insère du coup dans l'analyse sémantique, à l'aide de la théorie de Marion Carrel, selon laquelle le sujet parlant n'est pas toujours acteur parlant. Pour une pratique textuelle médiatique, on a plusieurs sujets écrivants que j'ai cités en début d'exposé, mais l'acteur parlant n'est évidemment que le journaliste. Et alors, la signature effectue, disons, une jonction entre texte et réalité. Mais si le sujet écrivant peut être et est souvent également acteur parlant, aussi assimilé au locuteur, en insérant un lecteur mythique, ça pose peut-être la question du sujet en lisant, voire de l'acteur en lisant. Parce que le journaliste, en tant que n'importe quel professionnel du journaliste, est le seul acteur du discours à occuper plusieurs positions, mais la personne X, qui est également accessoirement journaliste, n'occupe pas la fonction de locuteur. Je pense que l'individu en tant que tel ne prend pas en charge personnellement le contenu énoncé par le locuteur. C'est le journaliste en tant que rôle professionnel, qui est également le signataire du texte, qui prend en charge le contenu, enfin, à travers le locuteur. Mais si on conserve le postulat, l'hypothèse que je fais que le texte médiatique ne vaut comme tel que s'il est lu, et je ne m'étendrai pas là maintenant sur aussi la possibilité qu'il ne vaut comme tel que s'il est intégré à un journal ou un magazine officiellement reconnu comme appartenant à la presse. Je me demande s'il ne faut pas ajouter la situation de réception et donc plus précisément le récepteur-lecteur en tant qu'acteur potentiel, et en cela, l'analyse sémantique pourrait inclure le lecteur mythique comme corollaire du locuteur. En reprenant la théorie de paroles attribuées et non attribuées de Marion Carrel, je pense que le lecteur pourrait effectuer ce qu'on appelle un acte non attribué. Par exemple, Carrel dit que la parole non attribuée a pour seule action, ou en tout cas effet, un apport de sens et une production de sens. Donc l'énoncé ne sert pas à agir dans et sur le monde. Et j'ai interprété ça en me disant que le fait qu'énoncer une parole non attribuée produit, disons, une sorte d'action minimale qui est d'ajouter des contenus à notre stock dialogique disponible. Ainsi, le récepteur effectif, par la lecture, rend le texte médiatique et il apportera un supplément de sens au monde, en ce sens que l'article de presse n'est pas achevé sans lui car pas médiatisé. Ce récepteur lecteur étant aussi spatio-temporellement situé, il me reste à délimiter une portée socio-historique de l'action en lisant, dans l'espoir de contribuer à déterminer ce que signifie agir par et avec les mots. Et c'est peut-être en cela que je me dissocie un petit peu actuellement de Carrel et Ribard, pour qui l'action a lieu au moment de l'écriture, et non de la lecture. Après, c'est pas une infidélité totale, parce que pour l'instant, il s'agit juste de proposer une autre longueur et portée d'action. Et donc, du coup, mon positionnement diverge uniquement parce que je situe l'analyse du texte médiatique au moment de son achèvement, qui est pour moi celui de la lecture-réception. Et c'est pour ça que je reprends la métaphore de la vision théorisée par Donna Haraway dans son fameux texte Savoir situer, où elle demande que chacun soit en mesure d'inclure son point de vue, son point de contact dans ses connaissances et croyances. Et donc, en fait, ce qu'elle veut dire par là, c'est dans ses discours. Du coup, je propose ici de reprendre cette métaphore de la vision pour poursuivre l'étude de la création à la fois discursive et sémantique à travers l'énonciation linguistique. Et merci.